Le matérialisme divin, chapitre 2, l'unité. Un enfant, c'est l'évidence primordiale de ce qui nous sera voilé par notre culture. Il faut apprendre beaucoup pour pouvoir désapprendre et se retrouver. Et quelquefois, on ne s'y retrouve pas. Il reste seulement la culture, comme un masque sur un grand vide. Malheureusement, nous n'avons pas toujours la chance de trouver un enfant qui puisse nous dire son expérience, et tous les enfants ont inégalement l'expérience, car c'est la même, comme une tête d'épingle ou comme un océan, selon quoi? Si l'on expliquait mieux cette inégalité-là, on serait peut-être plus proche de la vérité des naissances que toutes les lois de Mendel, du moins en ce qui concerne l'espèce homme. Mais il y a rose et rose aussi. Et à vrai dire, nous ne savons pas s'il y a deux choses semblables dans l'univers, même deux petites feuilles pareilles dans un même arbre. Et nous nous demandons comment on peut faire des lois, à moins que ce ne soient les lois de notre propre mental. Nous sommes tous des daltoniens d'une certaine couleur que nous ne connaissons pas. Mais si nous trouvions cette couleur-là et cette loi-là, peut-être trouverions-nous ce qui informe toutes les formes, cette tête d'épingle ou cet océan, et cette petite feuille tendre qui frémit dans le vent, et ce qui réunit tout dans son innombrable unité. Il manquait une toute petite donnée pour qu'Einstein puisse réussir vraiment son champ unifié. Peut-être une enfant nous apportera-t-elle cette simple donnée. Ce ne sont pas des visions extraordinaires à la manière douteuse des voyantes, non, bien qu'elle ne manquait pas à la petite Mira. Plus c'est extraordinaire, plus c'est simple, et finalement c'est tellement simple que l'on ne voit pas comme c'est extraordinaire. La Shakti. Il faut dire que la petite Mira était assez malmenée dans cette rude maison. Alors, quand c'était un peu trop rude, elle allait s'asseoir dans sa petite chaise d'enfant. Elle regardait tout cela avec ses grands yeux changeants, parfois couleur de noisettes dorées, sous sa grosse coque de ruban qui emprisonnait déjà de longs cheveux auburn, peut-être châtains, devenus étrangement ambrés plus tard, et une frange coupée bas sur le front, comme le bonnet de la reine Tilly. Elle regardait. Mère, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup regardé. Elle ne regardait pas à droite, ni à gauche, ni même dedans, parce que dedans, c'était encore partout dehors, ni ne pleurait, parce que ça ne faisait pas partie du programme. On n'était pas la fille de Mathilde pour rien. Elle regardait, sans comprendre, ce monde raboteux, bizarre, obscur, qui sentait la naphtaline des grands rideaux et trépidait sous les premiers tramways tirés à 4 chevaux. Et c'était une incompréhension si aiguë que ça faisait comme une compréhension de non-compréhension, une espèce de masse dense qui contenait quelque chose, qui était comme l'explication, sans penser. Elle avait 5 ans, qui était peut-être Mira, une condensation muette. Ça vivait, ça répondait, c'était, et ça dissipait tous les fantômes. Ça, la conscience, que je sentais comme une lumière et une force, et que je sentais là au-dessus de la tête, c'était une sensation très agréable. Je m'asseyais dans un petit fauteuil qui avait été fait exprès pour moi, et j'étais toute seule dans la chambre, et je ne savais pas ce que c'était, rien du tout, n'est-ce pas, rien, mentalement zéro, et une sorte de sensation très agréable de quelque chose qui était très fort et très lumineux et qui était là au-dessus de la tête, la conscience. Et l'impression était, c'est cela que je dois vivre, que je dois être, naturellement pas tous les mots. Et puis je tirais ça en bas parce que c'était ça qui était vraiment la raison d'être de moi.
Autrement, tout le temps, j'étais dans un étonnement ahuri. Et j'ai reçu des coups constants. Chaque chose me venait comme un coup de poignard, ou un coup de poing, ou un coup de massue. Et je me disais, comment est-ce possible? N'est-ce pas, toutes les bassesses, tous les mensonges, toutes les hypocrisies. Et je voyais cela dans mes parents, dans les circonstances, dans les amis, dans tout. Un ahurissement. Cela ne se traduisait pas intellectuellement, ça se traduisait par cet ahurissement. J'ai traversé toute la vie jusqu'à l'âge de 20 ou 21 ans où j'ai commencé à rencontrer la connaissance et quelqu'un qui m'explique ce que c'était comme cela, avec cet ahurissement. Comment? C'est ça la vie? Comment? C'est ça les gens? Comment? Et j'étais comme moulu de coups. Alors, quand j'avais du chagrin, je me gardais bien d'aller dire quoi que ce soit à ma mère ou à mon père parce que mon père s'en fichait complètement et ma mère me grondait toujours, toujours. C'était la première chose qu'elle faisait. J'allais dans ma chambre et je m'asseyais sur mon petit fauteuil et là, je me concentrais et je tâchais de comprendre à ma manière. Et l'expérience était automatique. Il suffisait que je m'asseye un moment pour que je sente ça, cette force qui venait. C'est la toute première expérience de mère et c'est la clé de tout. Oui, une force qui était comme une conscience parce que ça comprenait. C'était la compréhension même, pure, sans revêtement. Et pourtant, c'était une force parce que ça se percevait d'abord dans la sensation. Un enfant touche, sent, comme une densité qu'elle le tirait en bas et qui l'emplissait de bien-aise. Et en effet, quand ça descend, on a tout à fait l'impression de s'emplir de fraîcheur et de lumière, comme une plante qui respire. C'est même comme si l'on respirait pour la première fois. Sri Aurobindo dira « la conscience force ». C'est la Shakti, le moteur des mondes. C'est ce que nous ne comprendrons plus très vite et que nous ne sentirons plus parce que nous la revêtirons de mots, de pensées, de couleurs, de philosophies religieuses ou politiques ou de musique et nous dirons triomphalement « c'est ma pensée, c'est ma musique, mon évangile ». Plus ou moins fort selon l'intensité du courant qui passe, mais c'est le courant qui passe et qui passe partout, dans l'atome, les plantes ou les galaxies. Quand on touche ça ici, on touche ça là-bas, à des milliers de kilomètres, ou dans les individus les plus étrangers, les objets les plus fermés, et plus rien n'est étranger. Plus rien n'est fermé, ni lointain, ni extérieur, parce que tout coule dans ça et par ça. C'est ce qui relie tout, le pont connecteur de tout, l'immédiatement là, la substance même du monde. Conscience, force, Shakti. C'est la base de l'unité du monde. Celle-là même que nous tenterons, assez vainement, de traduire ou de restaurer en équation, en fraternité ou en machine. Tous nos télescopes, périscopes, téléphones et télévisions sont nos moyens maladroits de ressaisir ce télé qui est sous nos doigts, sous nos yeux, et dans nos doigts, nos yeux, ou n'importe où parce que ça peut se saisir sans doigts et sans yeux immédiatement comme un petit souffle qui est le souffle de tout et la clé de tout et la compréhension de tout. Et tant que nous n'aurons pas retrouvé cette substance première du monde, nous tenterons en vain de rapprocher ce que nous avons artificiellement éloigné de nous, coupé de nous, extériorisé de nous, en vain de réunir des frères qui ne peuvent se rejoindre que là, et de briser des frontières, ou de les envahir, ce qui revient au même, qui ne peuvent fondre que là. Et nous pourrons éperdument aller sur la Lune et sur toutes les lunes, sans jamais remplir un vide de nos cœurs ou de nos esprits, qui ne peut s'emplir que là, parce que c'est le plein du monde, la vie de la vie,
le souffle qui porte nos 20 mots et nos musiques et toutes nos lunes, et qui fait les pensées, et qui fait les musiques, et qui fait tout. Nous sommes les outils arrogants d'une force que nous ne connaissons pas, mais qui nous connaît bien, et qui voudrait peut-être un peu plus de sourire pour nous, si nous consentions seulement à la laisser faire son travail, au lieu d'intervenir constamment avec nos idées saugrenues, nos philosophies saugrenues, nos religions saugrenues, et toutes les saugrenuités dont nous commençons à voir qu'elles ne sauvent rien, et qu'elles ne savent rien, et qu'elles ne peuvent rien. Tous nos exercices yogiques, nos méditations et nos concentrations ne sont finalement qu'un moyen de faire taire cette petite arrogance extérieure, cette mécanique mentale qui voile tout, obture tout, divise tout. Quand c'est tranquille, tout est là. Un enfant sait cela très bien, comme Mira. Mais quand il a le moyen de le dire, il a déjà perdu le contact. Et tout est à refaire, ou plutôt à défaire. Oh, nous croyons avoir tant de choses à faire en ce monde, alors que nous avons tout à défaire avant d'en être au premier mot de la connaissance et de l'organisation et du pouvoir. Mais défaire, ça fait mal. Ça descend jusque dans les cellules. Il y a quelque chose de très radical là à défaire avant de pouvoir saisir la grande coulée dans sa pureté immortelle et sans limite. Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. Savitri 4, 3. C'est toute la vie de mère, tout son travail pendant 95 ans. 90 exactement, puisqu'elle a commencé à 5 ans. Je n'ai pensé qu'à ça. Je n'ai voulu que ça. Je n'avais pas d'autre intérêt dans la vie et je n'ai pas oublié une minute que c'était ça que je voulais. Ce n'étaient pas des périodes où l'on se souvient et des périodes où l'on oublie. Ça a été continu, perpétuel, nuit et jour, et j'ai 80 ans passés, nous disait-elle alors. Et c'est ce qu'elle n'a cessé de répéter aux enfants de l'ashram plus tard. Et il faut sortir de votre petite cuirasse, là, comme cela, où vous êtes bien enfermés, où vous vous cognez contre tout. Vous savez, les papillons qui se cognent contre la lumière. La conscience de chacun est comme un papillon. Elle va cogner ici, cogner là, parce que ce sont des choses qui lui sont étrangères. Mais si au lieu de cogner, on entre dedans, alors ça commence à faire partie de vous-même. On s'élargit, on a de l'air à respirer, on a de la place pour bouger, on ne se cogne pas, on entre, on pénètre, on comprend. Et on vit dans beaucoup d'endroits en même temps. Mira, en effet, allait vivre dans beaucoup d'endroits, non seulement de l'espace, mais du temps. Parce qu'il se trouve peut-être que ce que nous appelons passé et futur n'est pas plus séparé ou loin ou en dehors du présent que ne le sont le voisin dans sa chambre, le père, la mère sur leur cogitation ou le petit chat qui court sur le mur. Nous avons tout à désapprendre du monde pour apprendre le vrai monde et le vrai temps qui n'a pas d'horloge ni de cercueil et l'espace où l'on est partout chez soi en un instant. Mais pour cela, il faut connaître le moyen de transport. Il faut connaître la grande Shakti, comment elle marche, comment elle va. C'est une autre façon d'être à apprendre. Un enfant peut très bien nous apprendre cela parce que c'est très naturel pour lui avant qu'il ne soit si bien élevé.
Avec Mira, on voyage très bien. Sa grande forêt a toutes sortes de secrets plus d'une dimension. Seulement, il faut vouloir faire l'expérience, pas seulement lire des livres qui vous laissent tout aussi poussiéreux qu'avant et tout aussi mortels à la fausse heure d'horloge qui n'a jamais rien sonné que nos peines et une vie comme si elle n'avait jamais été. Il faut marcher avec Mira, il faut être avec Mira. Et c'est curieux, ou non, la toute première rédaction d'écolière que l'on ait retrouvée de Mira d'avant la fin du siècle dernier s'achevait par ces mots. « Ne t'endors pas dans le présent, viens vers l'avenir. » Un avenir que nous pouvons faire pousser très bien dans le présent. La danse des vibrations. Comme Mira Ismaloun, la petite Mira était impatiente de toutes les frontières. Mais ce qu'elle sentait profondément, ce n'étaient pas les limites artificielles dont nous avons barbelé notre mère, la terre. C'étaient les remparts beaucoup plus réels dont se saignent les humains et auxquels elle se heurtait partout. Dans sa mère, son père, les petites amies, tout ce qu'on rencontrait à chaque pas. On ne peut pas faire un pas matériellement hors de son corps sans rencontrer des choses pénibles, disait-elle. Il arrive parfois qu'on entre en contact avec une substance qui est plaisante, qui est harmonieuse, chaleureuse, qui vibre d'une lumière supérieure. Mais c'est rare. Oui, les fleurs. Quelquefois les fleurs. Pas toujours. Mais ce monde matériel, oh, on est cogné partout, griffé, écorché, cogné par toutes sortes de choses qui ne s'épanouissent pas, comme la vie humaine n'est pas épanouie, recroquevillée, durcie, sans lumière, sans chaleur, et je ne parle pas de joie. Elle observait, regardait chaque chose. Elle passait son temps à regarder cette espèce d'énigme humaine. Elle apprenait à tâtons le fonctionnement de la grande Shakti. Ils avaient quitté le boulevard Haussmann pour le square du Roule, numéro 3, où elle habitera jusqu'à son mariage, à 19 ans. Mais cela ne faisait aucune différence. C'était pareil, avec d'autres rideaux et d'autres murs. Et cette sorte de regard aigu sur les choses et les êtres s'intensifiait, faisait de plus en plus descendre cette force en elle, autour d'elle. Ça circulait, ça bougeait, ça se maniait. Puis elle voyait que c'était pareil chez les autres, avec des intensités diverses. Ça bougeait aussi, ça entrait, ça sortait, et que tout se mouvait là-dedans ou était mu par ça. Et comment pouvait-il y avoir de murs là-dedans? Pourquoi les murs? Elle regardait. C'était plus passionnant que le cirque où voulait l'emmener son père, plus passionnant que les bavardages des petites amies. Et c'était Mathilde, elle pouvait parler, qui s'écriait « Tu es un monstre, tu n'as pas de sentiments. » Mais ces sentiments-là, elle trouvait qu'ils étaient aussi coupants et durs que leurs murs, et c'était tout juste une autre façon de vous avaler dans leurs murs. Alors, elle restait silencieuse, elle regardait. Mira, la silencieuse. Et c'était insupportable pour ces gens-là, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que ce qui est différent. Pas moyen d'avaler, alors on griffe ou on cogne pour tenter de prendre ce qui vous échappe. Et c'est tout juste l'envers des bons sentiments, admirables, que l'on vous reprochait de ne pas avoir. Même les bonnes volontés sont agressives, même les affections, la tendresse, les attachements, tout ça, c'est agressif comme tout, c'est comme des coups de bâton.
Et c'est comme cela. Et Mira regardait tout cela infatigablement pour comprendre à sa manière. Et elle remarquait que ce qui sortait des humains, parfois même des objets, venait l'atteindre à divers niveaux d'elle-même, où il y avait comme quelque chose qui recevait le mouvement, la pensée, le sentiment, les paroles des autres, ou même pas de paroles du tout, même dans le silence des présences humaines, et qui réagissait, répondait. Ça venait toucher une petite note là, ça vibrait. Et non seulement ça touchait des niveaux différents en elle, mais la qualité de ce qui vibrait était très différente. Mira découvrait les vibrations, qu'elle allait étudier aussi passionnément et aussi minutieusement qu'un chimiste mesure ses réactions spécifiques et ses balances. Elle découvrait, sans le savoir, ces fameux centres de conscience ou chakras dont la littérature indienne est pleine. Et pourtant, tout cela était une sorte d'unique mouvement dont faisait partie aussi cette force qu'elle sentait tantôt au-dessus d'elle, tantôt en elle, dans les êtres, dans les objets, ici et là. C'était la circulation de tout cela qui l'emplissait d'étonnement et d'intérêt, et ces petits murs là-dedans, si étranges. On l'emmenait voir une parente morte. Sans doute Mathilde voulait-elle l'adresser à son stoïcisme, sa première morte, qui ne l'intéressait d'aucune manière et pour laquelle elle n'avait pas de sentiment particulier. Et tout d'un coup, les larmes qui viennent aux yeux, la gorge serrée, l'envie de pleurer, comme si elle était prise d'un gros chagrin. Elle regarde cela posément, avec une sorte d'étonnement devant cette invasion. Et tout d'un coup, j'ai compris, tiens, c'est leur chagrin qui est venu au-dedans de moi. Ça circule, ça bouge, ça entre, ça sort, ça passe de l'un à l'autre et tout communique. Nous sommes une place publique, remarquait-elle, des vibrations qui se déplacent dans un champ absolument unique et identique. C'est seulement la complication et l'interception des vibrations qui donnent l'impression de quelque chose qui est indépendant et séparé. Mais il n'y a rien de séparé ni d'indépendant. C'est une seule substance, une seule force, une seule conscience, une seule volonté qui bouge avec d'innombrables manières d'être. Mais il ne plaisait pas du tout à Mira d'être comme une place publique et de se laisser envahir par le chagrin des autres ou la colère de Matteo, son frère. Un garçon terriblement sérieux et terriblement studieux. Oh, c'était terrible. Mais enfin, un caractère très fort aussi, une forte volonté et intéressant. Il y avait quelque chose d'intéressant en lui. Quand il préparait Polytechnique, je l'ai préparé avec lui, cela m'intéressait. Nous étions très intimes, il n'y avait que 18 mois entre nous, et il était très violent, mais avec une force de caractère si extraordinaire qu'après avoir failli me tuer 3 fois, la 3e fois ma mère a dit « La prochaine fois tu la tueras ». Alors il a pris la résolution que ça n'arriverait plus, et ce n'est plus jamais arrivé. Décidément, une famille énergique. Mais quand Matteo se mettait en colère, elle sentait très bien que quelque chose commençait à palpiter dans un centre du bas-ventre. C'était comme des nœuds de palpitation, des centres. Ça revenait et ça émettait avec une sorte de trépidation plus ou moins serrée selon les niveaux. Et parfois c'était doux et onduleux, mais ça c'était beaucoup plus haut dans le système. Elle notait tout cela très bien. Et au lieu de se mettre à attraper la vibration et de piquer une colère à son tour par contagion, elle voyait qu'il suffisait de couper le courant. Pas besoin d'exercer une volonté ni un contrôle comme Matteo. On coupe le courant et puis c'est tout, ça ne passe plus. Elle découvrait l'extraordinaire contagion des vibrations. Toutes les vibrations sont contagieuses. Et il y en a.
une danse de vibrations. Mais elle ne tenait pas à attraper la maladie sympathique ou antipathique du voisin. Mira voulait être chez soi, pas comme un bouchon sur la mer. Savoir exactement et scientifiquement toute la valeur des vibrations. Quand on devient scientifique dans ces études-là, disait-elle, on n'est plus comme un bouchon, une vague qui vous envoie ici, une qui passe, une vague qui vous envoie là. Il y a comme un mouvement de la nature qui passe, la nature. Oh, ce qu'elle s'amuse avec les hommes. Mon Dieu, quand on voit ça, oh, vraiment, il y a de quoi se révolter. Je ne comprends pas comment il ne se révolte pas. Elle fait passer une vague de désir et ils sont tous comme des moutons à courir vers leur désir. Elle fait passer une vague de violence, ils sont encore comme d'autres moutons à vivre dans la violence et ainsi de suite de tout. La colère, la nature fait comme cela, plof, et tout le monde se met en colère. Elle n'a qu'à faire un geste de son caprice et les foules humaines suivent. Mira ne s'en tenait pas à couper le courant. Elle découvrait qu'on pouvait manier le courant. Au lieu de le laisser s'entasser dans la tête et de faire ce qu'elle appelait de la fermentation mentale, elle voyait qu'on pouvait le tirer à d'autres niveaux, à n'importe quel niveau, et même le projeter dehors sur les autres ou sur les circonstances, et que cela avait une action. Mais que si on le tirait au niveau du cœur et plus profond, ça commençait à être très doux et vaste, à prendre un rythme comme de grandes ailes. Ça, c'était le courant pur, la Shakti sans histoire. Elle n'aimait pas du tout les histoires qui venaient se mêler à ce courant. D'abord, ça brouillait tout et on n'y comprenait plus rien, comme un caillou dans la mare. Il fallait être bien tranquille et clair, pour que ça passe sans déformation. Elle voulait le courant pur et pour la simple raison que c'était bien plus agréable comme cela. On dansait, on était léger et elle s'apercevait très bien du circuit de la Shakti. Elle voyait qu'en route, suivant le niveau, ça se revêtait de sentiments, de désirs et même de pensées, ça s'alourdissait, s'embourbait, prenait toutes les couleurs possibles, mais ce n'était plus la couleur. Et tout le monde en était comme décoloré. Ça devenait gris et épais, opaque. Ça commençait à beaucoup penser. C'était dur et compliqué. Et puis, elle soufflait là-dessus, faisait le miroir, et de nouveau c'était clair, évident, simple. C'était l'extraordinaire simplicité de tout, et tout s'arrangeait comme par miracle dans cette clarté-là. S'il y avait besoin de savoir, le courant vous le disait très bien. Il laissait tomber des petites gouttes de mots, une petite pluie de lumière blanche, et cette petite pluie, au bout d'un certain temps, c'est comme si elle faisait pousser des mots, comme si elle arrosait des mots. Les mots arrivent, et puis cela fait une sorte de danse, un quadrille, et quand le quadrille est bien formé, la phrase devient claire. C'est très amusant, ça joue, c'est comme des petits feux follets qui sortent d'ici, de là, qui font une danse, qui s'arrangent, c'est très amusant. Et si on a besoin de faire aussi, ça vous le fait faire très bien sans qu'on y pense. Ça tire ici, ça pousse là, ça repousse les gens que l'on n'a pas besoin de voir ou les attire. Ça attire même les circonstances. Tout s'organise d'une manière différente, sur un autre mode ou sur un autre rythme, presque miraculeux. Nous ne savons pas d'ailleurs
Pourquoi nous disons presque, c'est miraculeux, mais c'est un miracle si naturel qu'on n'en parle pas et qu'on ne s'en aperçoit pas, sauf Mira peut-être, qui était toujours à regarder avec ses grands yeux couleur de noisette, ou parfois vert émeraude, ou noir, ou bleu ciel, des yeux bien étranges qui changeaient peut-être suivant la petite pluie de lumière et le niveau où elle regardait. Des miracles sans embarras. Au fond, c'est le mental qui fait beaucoup d'embarras et qui a besoin de miracles, entre guillemets, parce qu'il a complètement bouché le simple miracle dans lequel il vit constamment. Et il invente des machines pour remplacer l'air qu'il respire. Il ne respire pas si bien d'ailleurs, il étouffe même, mais on dirait que c'est sa suffocation qui lui donne la sensation de vivre. Étrange monde. Mira était bien d'accord sur ce point. L'observation aiguë de Mira ne se bornait pas à elle-même et aux autres, ni à cette sorte de vision tactile des vibrations, comme elle dira plus tard, car c'est presque un toucher, c'est un toucher, et c'est une vision qui ne se situe pas dans les yeux, mais partout dans le corps, comme si des milliers de petits yeux clignotaient dans les cellules. Et nous croyons bien, en fait, que nos yeux ronds du dehors sont simplement une convention évolutive, pourrions-nous dire, mais que l'on peut voir n'importe où, à tous les niveaux multicolores, comme le grand regard changeant de mer. Nous nous sommes seulement fixés là, par paresse, parce que nous avons l'habitude de tout fixer. Puis nous disons solennellement, c'est la loi. Oui, c'est la loi de notre paresse. Son observation allait à tout, et pas un objet n'était inanimé pour elle. Elle se promenait aux Tuileries, au bois de Boulogne, au jardin des plantes, sagement, silencieusement, sa petite main accrochée à la grosse poigne du grand Turc, et elle voyait ce même courant qui passait à travers tout et qui faisait comme un grand pont entre elle et les choses. Et si son regard s'arrêtait assez longtemps, silencieusement, la moindre pensée brouillait tout. Sur une fleur, un arbre ou le gros piton du jardin des plantes, elle sentait tout au fond, plus ou moins vite, une réponse, une communication, un échange, quelque chose qui vibrait à ce niveau-ci ou là, en elle, et qui faisait comme un langage sans mots, peut-être, mais surtout une sorte d'odeur qui portait son sens, comme si l'odeur aussi était une sorte de langage. Et en fait, tout était un langage. Les formes, les mouvements, les couleurs, tout parle. C'est nous qui ne savons plus la langue. Une langue universelle parce qu'il n'y a vraiment qu'une langue, la langue de la conscience. C'est l'oubli de cette langue-là qui fait toutes nos babelles. Et là aussi, il y avait toute une gamme qui l'emplissait d'intérêt. Il y a des différences de vibrations qui ressemblent à des différences de goût. Et ce sont des vibrations. Ce n'est pas autre chose que des vibrations. Mais il y a entre elles comme des différences de goût, ou des différences de couleur, ou des différences d'intensité, peut-être aussi des différences de force. Naturellement, essentiellement, des différences de qualité. Je ne sais pas le nom scientifique qu'ils emploient pour distinguer une vibration d'une autre, mais c'est cela. C'est presque seulement des sensations, mais des sensations, les unes, certaines vibrations, ont des angles arrondis. Il y en a qui viennent horizontalement,
Il y en a qui viennent verticalement. Et alors, il y en a qui sont... Tiens, c'est comme si c'était vu avec un microscope très grossissant. Certaines sont arrondies, comme cela. D'autres sont pointues. Il y en a qui sont plus foncées. Il y en a qui sont plus claires. Il y en a qui dérangent le corps, beaucoup. Il y en a même qui sont senties comme dangereuses. Il y a toute une chimie des vibrations, dira-t-elle bientôt. Mais ce sont les fleurs qui l'intéressaient surtout, et les chats aussi, mais d'une autre façon. Elle sentait là une façon de couler de la force, très pure, et une qualité de vibration, une odeur parlante, si l'on peut dire, qui l'emplissait de son sens et de son effet cellulaire dans son propre corps. Celle-ci a un parfum de nettoyage, disait-elle en parlant d'une toute petite fleur jaune comme une pâquerette avec des pétales en rond. Je me suis guérie une fois d'un commencement de rhume avec ça. Et c'est ainsi que plus tard, elle donnera un nom à des centaines de fleurs, simplement par la qualité de la vibration qu'elles éveillaient en elles-mêmes. Oh, dévotion, s'écriera-t-elle un jour sur la terre de l'Inde en tenant une petite branche de basilic. Ça vibre, ça signifie, tout signifie. La tendresse est là, et l'aspiration, la création nouvelle, l'appel de la joie, soleil supramental, flamme, lumière dans les cellules, transformation, conscience divine dans la matière, grâce, transparence et des centaines d'autres. Et cette petite fleur jaune comme une pâquerette, elle l'appelait simplicité. Ce sont des vibrations conscientes dans la nature. Le parfum, la couleur, la forme, tout cela est l'expression spontanée d'un mouvement vrai, simplement. La grande forêt de mer est pleine de parfums inattendus. Il y a des odeurs qui vous allègent, comme si elles ouvraient des horizons. Ça vous allège, ça vous rend plus léger, plus joyeux. Il y a des odeurs qui vous excitent. Celles-là sont dans la catégorie de celles que j'ai appris à ne pas sentir. Quant à toutes les odeurs qui vous dégoûtent, je ne les sens que quand je veux. Quand je veux savoir, je sens. Mais quand je ne veux pas, je ne les sens pas. Malheureusement, les hommes aussi ont une odeur psychologique, dira mère. Je sens l'état psychologique des gens quand je m'approche d'eux. Je le sens, ça a une odeur. Il y a des odeurs très spéciales, toute une gamme. Les humains ne sont probablement pas parmi les plus agréables à respirer, mais peut-être seulement parce qu'ils ont oublié ce qui fait le parfum d'un être, sa couleur vraie, sa vibration pure. Un certain son, dedans, qui est comme notre musique, avec les grillons et les mangoustes, ou pas de musique du tout. Notre vrai nom naturel. Lorsqu'un enfant, un jour, demandait à mère comment il se faisait que telle fleur absorbait telle couleur du spectre, qui nous la faisait paraître rouge ou jaune ou blanche, tandis qu'elle rejetait les autres, elle a répondu à sa manière inattendue. Les savants disent que c'est la composition de ces atomes, mais je dis que c'est la nature de son aspiration. C'est le mouvement vrai du monde. C'est son rythme de vérité, sa respiration. C'est la pure coulée de la grande Shakti, le parfum de toutes les fleurs, la couleur vraie des choses, le parfum qui donne son sens à tout. C'est la grande langue maternelle du monde. Le grand corps.
On pourrait penser que l'expérience de la petite Mira était exceptionnelle et extraordinaire, et en effet, cette acuité de la perception vibratoire allait prendre des proportions assez étonnantes avec les années, comme le montre l'histoire que Mère nous a racontée beaucoup plus tard, un jour de novembre 1964. Je suis extrêmement sensible à la composition de l'air depuis ma toute petite enfance. Les airs, si je puis dire, avaient chacun leur goût, leur couleur et leur qualité propre, et je les reconnaissais au point que quelquefois je disais « Tiens, l'air, j'étais enfant, n'est-ce pas ? L'air de ce pays ou l'air de cet endroit est venu ici. » C'était à un degré extrêmement aigu. Je pouvais, par exemple, si j'étais déplacé d'un endroit à un autre, être soudain guéri d'une maladie par le changement d'air. C'était comme cela. Il y a quelques jours, peut-être, j'ai dit, il y a quelque chose de nouveau dans l'air, et quelque chose de très désagréable, d'extrêmement pernicieux, et j'ai senti que ce quelque chose, je n'ai rien dit à personne, naturellement, avait une odeur particulière, extrêmement subtile, pas physique, et cela avait le pouvoir de séparer les vibrations vitales des vibrations physiques, c'est-à-dire un élément tout à fait nocif. Immédiatement, j'ai travaillé. Cela a duré pendant des heures. La nuit s'est passée à contrecarrer. J'essayais quelle vibration supérieure pouvait contrecarrer jusqu'à ce que je sois arrivé à clarifier l'atmosphère. Mais le souvenir est resté très précis. Et tout dernièrement, on m'a dit que les Chinois avaient choisi une terre indienne dans le nord pour y faire des essais d'un certain genre de bombe atomique et qu'ils avaient fait sauter une bombe là. Et quand on m'a dit cela, j'ai eu subitement le souvenir de mon odeur. Mais cette précision presque microscopique n'est pas extraordinaire. En fait, c'est l'expérience la plus naturelle qui soit et la plus répandue, sauf pour l'espèce humaine. Elle lisait le grand livre universel, avec les plantes, les écureuils et le grand python, qu'elle regardait, ou plutôt éprouvait bien tranquillement, car elle n'avait peur de rien. Et peut-être alors ces yeux-là devenaient-ils vert émeraude, comme nous les avons vus parfois. Elle se mouvait selon une loi rythmique qui la conduisait droit à son besoin, à la rencontre voulue, à l'expérience nécessaire, aux 1000 détours directs de la grande coulée, et qui la faisait choir sur les silex de Fontainebleau. Tu sais, les silex de France, sans une écorchure, de 3 mètres de haut. Elle vivait avec la grande Shakti. Elle coulait dans son indivisible unité. On dira l'instinct, parce que nous avons l'art de mettre des syllabes sur tout ce que nous ne comprenons pas, comme le sorcier, en gréco-latin de préférence, pour conjurer le maléfice de ces petites choses agaçantes qui ne se laissent pas caser dans nos lois non rythmiques. Mais quand nous aurons dit l'instinct et invoqué le Père du Père qui a fait le Fils du Fils, nous débarquerons finalement dans la grande totalité originelle où des êtres qui n'étaient pas encore des hommes et pas encore pourvus d'un écran néocortical se mouvaient très bien avec les hautes fougères ou la marche des étoiles et allaient directement à leur but comme s'ils faisaient un seul corps. On peut se demander seulement, et c'est la seule question pertinente, comment il se fait que la nature, qui sait toujours très bien ce qu'elle veut
et ne rate pas un détour qui ne vienne enrichir son royaume, et fait pousser ses petits écrans à foison, un petit cerveau, puis un deuxième, puis un troisième, comme une véritable explosion, de plus en plus fin, de plus en plus serré, de plus en plus braqués et emboîtés l'un dans l'autre, pour recouvrir nos perceptions reptiliennes, mésencéphaliques, puisque décidément nous aimons le gréco-latin, puis celle-ci d'un système limbique et celui-là de lobes, lobules et protubérances, et envelopper le tout finalement dans cette excroissance presque cancéreuse qui a fait de nous l'homo sapiens, coupé de tout, sapiens seulement de sa petite misère dans une cage et doté d'innombrables outils pour remplacer ce qu'il ne sait plus voir, plus toucher, plus entendre, ni savoir instinctivement. Nous ne connaissons pas le monde, nous connaissons seulement une traduction du monde en langue cérébrale. Non, ce n'est pas une dichotomie, c'est une ablation totale hors du grand corps terrestre. C'est toute notre peine et toute notre misère. Résoudre cette seule question est peut-être bien la raison même pour laquelle cette nature a fait pousser la question, comme si elle suscitait tous les obstacles qu'il faut pour arriver à une perfection plus grande. Mais peut-être son monde était-il trop vaste pour ces troupeaux de bisons et de protozoaires qui nageaient tout mélangés dans son grand corps obscur et suivaient aveuglément sa loi selon un communisme plus vieux et plus radical que le nôtre. Peut-être fallait-il diviser, obturer, découper des petits secteurs d'arc pour voiler cette immensité trop grande, cette vision trop large, tamiser cette lumière insupportable peut-être, et faire des petits individus qui pouvaient se saisir en tant qu'unité et se comprendre eux-mêmes grâce à leurs propres limites. Mais quand toute la courbe aura été tracée avec ses milliers de détours directs et de circonvolutions qui faisaient des questions, beaucoup de questions, des problèmes, beaucoup de problèmes, des individus de plus en plus pensants et séparés et angoissés, quand nous aurons bien appris que nous ne savons rien et que nous ne pouvons rien, mais que nous sommes un individu plus riche de toutes ces misères et de toutes ces questions qui finissaient par allumer un étrange feu d'aucune lampe dedans, un feu qui semble même communiquer à tâtons à travers les vieux murs et toucher sans voir une grande lumière semblable et comprendre sans mots et aspirer, oh, aspirer à plus d'espace, plus de vérité, plus de lumière et de vision. Alors, le moment sera peut-être venu, dans la lente marche évolutive, de faire passer le courant par d'autres centres moins limités, de briser les écrans, sortir de la chrysalide mentale où notre mère, la nature, nous avait protégés d'une trop précoce naissance au monde, et de revenir au grand corps, mais sans perdre mystiquement, ni cosmiquement, ni égalitairement ce point d'individualité qu'elle avait bâti à grand-peine, car peut-être, finalement, est-ce là le grand dessein évolutif, cette prochaine humanité supramentale annoncée par Mère et Sri Aurobindo, cet être nouveau qui sera capable d'avoir en même temps la conscience du point et la conscience du tout, et de la voir physiquement, cellulairement, un être individuel, conscient
du tout. Chaque être individuel, conscient du tout. Il y a quelque chose d'autre que l'éclatement pur et simple d'une illusoire coquille individuelle dans l'infini, s'écriait Sri Aurobindo. Être et être pleinement, tel est le but que la nature poursuit en nous. Et être pleinement, c'est être tout ce qui est. Alors, toutes nos peines seront lavées, nos misères payées d'un vaste sourire, nos yeux aveugles allumés d'un millier de couleurs visibles et invisibles que nous avions exorcisées, et d'une couleur pareille à nulle autre. Nous connaîtrons la loi rythmique qui rythme tout, la petite musique au fond qui reconnaît sa musique partout, la vibration unique que nous sommes et qui va directement partout, à travers tous les temps, tous les espaces, tous les lieux, par les mers et les forêts de la grande Shakti, vers son but de joie à chaque instant.